France Maghreb 2. L'émission qui vous parle et qui parle de vous, ça s'appelle le LGF. C'est tous les jours de 16h à 18h. Bienvenue, bonjour et bonne semaine. C'est lundi aujourd'hui, on est reparti après un week-end hyper chaud, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et quoi de mieux que de commencer le lundi avec Hanan Zawani. Le lundi, c'est Zawani. Bonjour Hanan. Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Hanan qui a regardé l'équipe de France. Ah bah écoute, un match incroyable. Moi j'avais prévu de lancer le match pour faire ma petite sieste aux alentours de 17h, 17h30. Bah j'ai suivi jusqu'au bout. Tu t'étais arrêté sur France-Danemark, c'est pour ça. Ah ouais. J'étais heureuse, ouais. Ouais. Ah ouais. Puis j'ai découvert un super joueur. Ah. Voilà. Kylian Mbappé, c'est ça? Mbappé, ouais. Mbappé. Ouais. Le numéro 10 d'Algérie. On a découvert ses origines algériennes. En fait, voilà, la vraie nouvelle du week-end, c'est qu'il est algérien. Voilà, c'est ça. C'est pas que la France et a alors gagné. là, forcément, ça prend des proportions énormes. Présente-nous ton invité. Alors aujourd'hui, je suis avec Razik Metiche de Bobigny, donc qui est un militant associatif que moi je connais en fait depuis à peu près un an. Donc il va se présenter par lui-même, présenter ses activités, nous parler un petit peu de Bobigny, peut-être même pendant l'émission. Mais salut à toi, de foot, Razik. je crois. Bonjour à vous, bonjour. À tout le monde, On bonjour a à un vos œil, auditeurs. pour rien vous cacher, auditrice auditeur, on a un œil sur le super match, le 8e de finale entre le Brésil et le Mexique. Mexico. Voilà, on avait un œil. Donc mon cher Razik, alors présente-toi un petit peu aux auditrices et aux auditeurs du LGF. Alors Razik Metiche, militant associatif depuis une quinzaine d'années sur Bobigny, sur la Seine-Saint-Denis. Ouais. Anciennement président de la Balle au Centre, qui était une éducation d'éducation à la citoyenneté. Actuellement secrétaire de l'association Génération Bobigny, qui est une association de quartier qui promeut le sport comme vecteur d'intégration sociale et comme lien social. On organise de façon hebdomadaire depuis plus de 5 ans du foot en salle qui parcourt les différentes générations. Et sur Kylian Mbappé, on a dit que à Mexico, lors de la victoire contre l'Allemagne, on avait ressenti un tremblement de terre qui a été mesuré sur l'échelle de Richter. Je peux vous dire en exclusivité pour les éditeurs de France Maghreb 2 qu'on a eu le même tremblement de terre qui avait pour épicentre Bondy lorsque Kylian Mbappé a mis le doublé. De voir un enfant du 93, un séquano-denisien, réussir aussi bien, aussi vite, aussitôt en équipe de France, être aussi mature, être aussi humble, c'est un bonheur pour toute la France et encore plus pour la Seine-Saint-Denis, c'est la fierté des nôtres. Il a seulement 19 ans, rappelons-le. Il a seulement 19 ans et il met ses pieds et ses traces et ses pas dans celui du plus grand joueur au monde, du plus grand joueur de tous les temps, Pelé. Il faut savoir que aucun joueur de moins de 20 ans n'avait inscrit un doublé dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est fait, il y a 2 joueurs au monde qui l'ont fait. Il y a eu Pelé, le plus grand joueur du monde de tous les temps, et il y a aujourd'hui Kylian Mbappé qui met vraiment sa trace dans le pas des plus grands, d'un certain Zidane et vraiment des plus grands, et on espère beaucoup de lui. Il peut presque la prendre à lui tout seul cette Coupe du Monde. En tout cas, Donc la puissance vient du 93, j'ai envie de dire. chose étant, c'est que les joueurs du PSG ont plutôt brillé ce week-end. Chacun respectivement d'ailleurs dans leur pays, que ce soit Cavani, que ce soit Di Maria, que ce soit Mbappé, Thiago Silva, complètement Neymar peut-être là pour ce match, on verra. Voilà, en tout cas les joueurs du PSG ont brillé, tant mieux en tout cas. Quel beau match, l'équipe de France, on en reparlera tout à l'heure et on vous demandera votre avis, vous auditrices, auditeurs. Je sais qu'il y en a pas mal qui voyaient la France perdre, Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas un côté quelque part anti-Deschamps qui s'est exprimé vendredi dernier. Bon, voilà, Deschamps c'est le sélectionneur. Ça n'enlève rien à son talent, parce qu'il en a, il faut l'admettre. Beaucoup attendaient en tout cas la chute de l'équipe de France, pas pour ses joueurs, mais à cause de son sélectionneur. Oui. C'est ça. Et tout le monde attend Zidane quelque part. On sait que Zidane est tapis dans l'ombre et on aimerait tellement avoir Zinedine Zidane aux manettes de cette équipe de France là, avec tout ce potentiel offensif, tous ces génies créatifs, que quelque part oui, certains attendaient l'éviction, la chute de l'équipe de France pour une éviction de Deschamps et surtout avec cette purge qu'on a eue contre le Danemark, on se demandait si on n'était pas reparti pour 4 ans d'ennui. Heureusement qu'il y a eu ce 8e de finale qui a réconcilié beaucoup de Français avec son équipe nationale. C'est ça, 12,5 millions de téléspectateurs pour TF1. On peut dire que tous les voyants sont au vert pour le coup pour TF1. Tout va bien, les sponsors sont là, l'argent rentre dans les caisses, c'est parfait, ça rentabilise un petit peu l'argent dépensé pour obtenir les droits de retransmission de ce mondial. Je sais pas d'ailleurs s'ils vont rentrer dans leur bille parce que tellement ça coûte cher cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, 12,5 millions de téléspectateurs pour un samedi à 16h en pleine France ensoleillée, chaleur et compagnie, c'est pas mal. À mon avis, ça va monter en puissance. Ça sera pour vendredi 16h.
Lors du LGF, on parlera pas d'Erdogan là, le vendredi, je peux vous le dire. On aura vraiment un œil sur l'équipe de France et on va vibrer avec l'équipe de France sans trop commenter le match parce qu'on n'a pas vraiment le droit, mais voilà, on le fera. On n'a pas le droit, faut des autorisations. Oui, voilà, c'est ça. Donc on n'a pas le droit de retransmettre le match. Maintenant, on peut le commenter à notre manière. Voilà. Des indices. Voilà. Bah, écoute, avec tous les amateurs de foot qui y seront les bienvenus dans notre studio et puis on fera le match à notre manière. Voilà. Avec les auditrices et auditeurs évidemment. Je pense quand même que la France va s'arrêter de tourner vendredi 16h. Il y a des chances en tout cas. En espérant qu'elle nous offre un tel spectacle. Moi, ce qui m'interroge quand même, je pose la question au footeux là. C'est bien la victoire de l'équipe de France, mais quand même l'équipe de France en a pris 3 et ça m'inquiète. C'est une défense qui est quand même un peu fébrile pour le coup. Et c'est très inquiétant pour la suite parce que bon, l'Uruguay certes c'est jouable. C'est notre paire de manches. Notre paire de manches. Mais quand on voit le demi-finale ça sera soit le Brésil, soit la Belgique. Attention les gars, c'est pas fait, donc soyons prudents évidemment et tâchons de rester en tout cas droit dans nos bottes et surtout pas trop s'enflammer. Voilà, c'est important. Allez, voici le programme pour ce LGF. Bah écoutez, on va parler. Sinon, on va peut-être présenter mon avis tranché parce que c'est bien de parler de foot, hein, mais. Toi, tu vas nous emmener où? En prison, je crois. Ah voilà, on va parler de la situation des femmes en prison. Ça va être quoi l'image de Redouane Faïd? Ah bah, je profite de cette actualité pour mettre un focus sur l'isolement des femmes en prison. Donc, bah oui, tout le week-end, on a parlé de malade, Redouane. Hein. Ouais. Là, on va parler des femmes. Très bien. Les femmes en prison, selon Hanan Zawani, dans son avis tranché tout à l'heure. Coup de cœur, Alan? J'ai un petit coup de cœur, je le présenterai en fin d'émission. Ça se passe aux États-Unis. Ah oui? Ouais. D'accord. Eh bien, très bien. On fera un petit voyage du côté des States. Politique. Très bien. Allez, bienvenue à tous. On vous pose la question du jour dans un instant. Vous pourrez évidemment réagir vos appels au 01 40 33 9000. Toujours 0-0, mon cher Ratik? Toujours 0-0. 0-0 entre le Brésil. Le match est beaucoup plus équilibré que certains le prédisaient. Ah, moi, je vois que ça allait au penalty, les gars. Bah, je pense aussi. Je pense que ça va être très compliqué, que le Mexique a une équipe très vaillante cette année, encore une fois. Allez, on arrête de parler de foot. On regarde le match en direct. Voilà, c'est ça. Allez, le journal du mondial tout de suite et le coup de cœur musical à suivre. C'est le nouveau titre de Nesrine. Ambiance match, hein, ce qui est pas pour déplaire à Hanan Zawani en ce moment. Attention, le Brésil est en train de mettre vraiment un petit pied là, hein, pour le coup. N'est-ce pas, Razik? Ouais, le Brésil est en train de pousser. On a eu un bon démarrage du Mexique et là le Brésil sort les griffes et est en train de pousser pour marquer le premier but. Mais on a un autre choix de gala aujourd'hui, comme à chaque fois avec le Mexique quasiment. Sauf les jours où il prend 3-0 bien sûr, mais là aujourd'hui il a l'air de pas vouloir prendre de but. Alors il est avec nous, accompagné de Hanan Zawani bien entendu, et je vous présente Monsieur Nordine Salhi qui est notre commentateur foot sur France Maghreb 2. Il est également en train de regarder le match et Nordine a une petite réflexion qui est pas inintéressante. Il nous dit c'est pas la France qui a gagné, c'est l'Argentine qui a perdu. Ah, ça m'inspire vraiment qu'on en parle. Bonjour Nordine. Salut Christophe, bonsoir à toi, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous. Bonsoir. France Maghreb, oui. Alors Nordine, c'est pas la France qui a gagné samedi, c'est l'Argentine qui a perdu selon toi? Oui, et après bien sûr la conclusion de ce que on a discuté en antenne, oui, et quand on voit un petit peu le parcours de cette équipe d'Argentine qui est passée par le petit trou, une équipe d'Argentine qui a manqué bien sûr son statut de favori, voire de mondialiste avec un certain Messi dans son effectif. Quand j'ai vu bien sûr le match, on va pas gâcher notre plaisir. Bien sûr, la France est qualifiée, mais la France n'a pas montré le visage qu'on attendait de cette équipe. Il y a toujours ce qu'on appelle le gâchis technique. C'est pas une équipe qui est huilée, c'est pas une équipe là où il présente un jeu plaisant, un jeu fluide. Mais je pense que la France doit revoir encore la note du côté de son organisation, surtout au milieu de terrain. Ça manque quelque chose, ça manque un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de muscler son jeu, sachant que le prochain adversaire, ce n'est qu'une équipe qui est rodée techniquement et surtout tactiquement. Quand on voit, ce sera une bataille vraiment de titans au milieu de terrain quand on voit un petit peu l'aspect athlétique de cette équipe d'Uruguay, même amoindri de son goleador qui est bien sûr le Parisien Cavani. Donc je pense que la France
elle est qualifiée, Ouais. mais il faut garder toute Pas d'enflammade. garder par rapport à la suite. Oui. Pas d'enflammade. Hein. Ratik, t'es d'accord avec ce que dit Nordine? Oui, je le rejoins, surtout lorsqu'on voit l'équipe d'Argentine. C'est une équipe d'Argentine, une des plus faibles qui m'ait été donnée de voir, qui n'a rien à voir avec l'équipe qui a été finaliste en 2014 par exemple. Lionel Messi a totalement phagocyté cette équipe. Lorsqu'on met Dybala sur le banc, lorsqu'on met Higuaín sur le banc, lorsqu'on ne prend pas Icardi, et lorsque surtout on a à peine une ou deux occasions et qu'on se prend 3 buts, oui, il y a de quoi se poser des questions sur la sécurité défensive. On a eu une équipe d'Argentine qui a à peine poussé, qui a quand même réussi à marquer 3 buts. Après, là où je suis heureux d'avoir retrouvé cette équipe de France, c'est justement elle a joué en équipe et qu'ils ont réussi à marquer un but de plus que l'adversaire et pas forcément bloquer le jeu. Lorsqu'on joue à 6 défensifs ou 7 défensifs, comme ça a été le cas contre la Danemark, on s'ennuie au possible. Mais lorsque cette équipe va de l'avant, essaie de marquer, procède en compte, lorsqu'on a un Paul Pogba qui est à ce niveau-là, lorsqu'on a un N'Golo Kanté qui est vraiment le maître du milieu et le patron de l'équipe de France, je pense qu'on a quand même de quoi bâtir. Après, le bémol, oui, c'est cette défense, et Hugo Lloris n'a pas fait a fait peut-être une parade contre l'Australie, mais sinon a fait aucune parade pendant son mondial. Il faut qu'il hausse son niveau de jeu, et oui, il faut faire attention, il faut pas qu'on se voit trop beau et champion du monde dès maintenant. C'était une équipe d'Argentine très faible, ça sera une autre paire de manches contre l'Uruguay avec une assise défensive, une tactique et aussi une roublardise. Une équipe qui a pris quelques buts Bien sûr. depuis pratiquement le début de ce mondial. Je parle de cette équipe Uruguay et je te rejoins sur le fait de prendre des buts. Quand tu mets 4 buts, c'est vrai, il faut mettre juste un but de plus par rapport à ton adversaire, c'est ce qu'on cherche en tout cas dans le monde du football. Mais quand tu prends 3 buts, ça c'est inquiétant par rapport à ton organisation défensive. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion de marquer les 4 buts contre l'Uruguay, mais si tu reçois les 3 buts, là ça devient très compliqué. Donc, totalement. Il faut revoir l'organisation, pas la défense, mais toute l'organisation défensive. Quand on voit un petit peu la composition, c'est des joueurs qui tiennent la route, c'est des joueurs de haut calibre et de haut niveau. Mais je pense que aussi, quand je mets pas le point sur la défense, même sur cette organisation au milieu de terrain, ça citait Kanté. C'est vrai que c'est l'aiguilleur, c'est en quelque sorte un petit peu le pion qui essaie de placer d'abord, d'organiser la défense, mais enfin plutôt le milieu de terrain, mais c'est surtout l'emplacement entre autres de Pogba. Est-ce que je me suis posé la question par rapport à l'introduction ou pas d'avant ou après l'entame du match de Tolisso? Peut-être c'est un pion à prendre en considération. Il n'a pas le choix, Mathieu, il est suspendu. Où on aura besoin de quelqu'un qui essaye d'organiser au milieu de terrain. Nordine, tu joues avec 3 récupérateurs si tu suis un petit peu l'organisation de l'équipe. Ça y est, on a trouvé nos commentateurs, les mecs, ça y est, ils sont partis jusqu'à la fin. Voilà. Nordine, tu suis pour nous Brésil-Mexique? Oui, le Brésil, j'ai entendu j'ai pas entendu le prénom de ce jeune homme qui est avec toi. Je pense quand il a parlé des 20 premières minutes, c'est vrai que cette équipe de Brésil manque d'inspiration. Elle a commencé carrément à un certain moment douter parce que tu sais, c'est des équipes qui aiment bien manier le ballon, mais quand tu les prives en quelque sorte, là ça commence à devenir très très difficile. On attend, je pense, l'inspiration va venir de peut-être cette pépite qu'il y a dans cette équipe pour faire la différence sur l'aspect. Et Neymar là, il est où là? Il fait quoi là? Pardon? Neymar? Est-ce qu'il est absent? Il est comment, Neymar? Il est tombé combien de fois déjà? 3 fois, 4 fois en 20 minutes? Non, je pense qu'il n'est pas trop sollicité. Je pense que c'est la pression qu'a mis cette équipe de Mexique dès l'entame du match sur le porteur de ballon, et tu sais très bien que Neymar c'est quelqu'un qui aime bien les espaces, c'est quelqu'un qui aime bien toucher le ballon, qui aime bien le caresser, et si tu le prives d'abord, il faut que oublier Neymar. Je pense dans ces matchs-là, il faut oublier ces joueurs-là, et que quand ils sont oubliés, je pense que l'étincelle vient au moment où il va avoir l'opportunité d'avoir une ou deux occasions. Mais je pense que c'est attention à cette équipe de Mexique, il n'est pas passé par hasard, il était dans un groupe où il y avait un certain Allemagne, qu'ils ont pu quand même envoyer à la maison. C'est une équipe qui est solide, coriace, et je pense qu'ils sont accrocheurs au milieu de terrain. Je pense que cette équipe qui ne va pas contre son pot, sa peau, on va dire facilement, mais quand on voit un petit peu
on compare les deux équipes, il y a pas photo. Je pense que le Brésil a les moyens pour aller chercher cette qualification. Eh bien, toute raison gardée, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, soit avec la Croatie, soit avec l'Espagne, soit avec d'autres grandes nations, on va dire, ou bien les favoris prétendants au titre qui sont déjà les Portugais ont été décevants. Attention au Brésil, ils peuvent être surpris par cette équipe de Mexique avec un certain vétéran qui est au milieu de terrain, l'ancien Barcelonais Marquez, qui est en train d'organiser tout le monde au milieu de terrain. Nordine, tu suis match pour nous, tu nous rappelles à la mi-temps pour nous donner un petit peu ton sentiment à la mi-temps. Et puis à tout à l'heure. À toi et à tout à l'heure. Merci Nordine Salhi, donc notre commentateur foot. C'est Razik, c'est ça hein? C'est ça. Razik. Tu sais, j'ai des problèmes avec les noms. Hein. Voilà. Il est original. Donc oui, c'est vrai, il vient d'où celui-là? Il vient de Kabylie en fait. Allez, encore un Kabyle. C'est le prénom, enfin c'est la retranscription kabyle de Razak en fait. Ah d'accord. Razik, il est avec nous et il est de Boboche, de Bobigny dans le 93, mesdames, messieurs, accompagné de Hanan Zawani, et on va parler de la question du jour. Ah, cette question du jour nous vient justement d'Algérie. C'est le ministre des Affaires religieuses qui a demandé aux imams de ne pas faire de la politique et influencer les élections. Vous savez qu'il y a les élections présidentielles qui approchent à grands pas. Dans 2019, d'ailleurs, on parle d'un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Il a demandé donc à ce que les imams n'influencent pas dans les mosquées, et en quelque sorte, eh bien, on vous pose la question: est-ce que la politique doit-elle rester aux portes des mosquées? Et je dois dire, Bachar Hanan, que les auditeurs qui votent sur France Maghreb 2 Facebook, ainsi que sur Twitter LGF officiel, sont plutôt d'accord avec cette vision des choses, c'est-à-dire que on ne mélange pas politique et religion. Alors on a deux directions de résultats, Christophe. Donc sur Facebook, donc 67% pensent que oui, la politique doit rester aux portes des mosquées selon eux. Et sur Twitter, par contre, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Là, on a la tendance inverse. On a 57% qui pensent que non, la politique doit entrer au sein des mosquées. Alors vous qui êtes des personnes engagées, que ce soit Razik ou Hanan, à des degrés divers, mais en tout cas, en ce qui est du niveau local, vous connaissez bien un petit peu la politique et vous connaissez aussi tout ce qui est religion. Alors, est-ce que, selon vous, la religion, la politique, ça fait bon ménage? La réflexion, en réalité, elle amène à plusieurs questions. Donc déjà, quel est le rôle des mosquées en réalité? Donc aujourd'hui, la mosquée, dans son rôle, elle a été éteinte à son rôle premier, qui est juste en fait de faire la prière en groupe, alors que historiquement c'était vraiment un lieu de rencontre communautaire qui permettait des échanges sur la vie de la communauté, de la ville, du village, de la tribu, que sais-je, et surtout qui permettait d'avoir des échanges et notamment des débats aussi politiques. Ouais. Alors une réflexion moi que je trouve assez intéressante d'une personne qui nous suit sur Twitter. Donc qui nous écrit: c'est l'une des raisons de l'incarcération de Zelzafi. Voilà, donc ce militant du Hirak. Quand il a interrompu le prêche de l'imam, le prêche était politique, il est en train de discréditer toutes les demandes du mouvement. Alors ce El Kadir Ali donc se demande si ce n'est pas une forme de retour du Fils, que Dieu protège ce peuple. Oui, voilà. Ça chauffe dur au Maroc, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ça commence à chauffer sérieusement. En tout cas, effectivement, voilà, ce commentaire, il est intéressant dans le sens où, à l'intérieur des mosquées, forcément, on a des prêches politiques. Et la deuxième question que je me pose en réalité, c'est où, à ce moment-là, vont se passer ces lieux de débat, en fait. Voilà, si c'est pas à l'intérieur des mosquées, où est-ce qu'ils vont se passer? Donc t'es pas contre, si je comprends bien. Moi, alors, si tu veux, il y a deux choses. Il y a l'aspect spirituel et temporel de la mosquée. La mosquée en tant que lieu de débat et d'instruction, d'éducation populaire plutôt. Moi, je dis oui. Voilà, qu'il faut que la mosquée continue à avoir ce rôle. Après, que l'imam n'influence pas les fidèles, c'est un point aussi important. Mais la mosquée en tant que lieu de rencontre, pour moi, oui, elle doit continuer à être un lieu de débat de vie, donc de débat de vie politique. Ouais. Alors peut-être adossé à une autre forme d'association et que ce soit pas l'imam qui influence directement. Donc l'imam, il peut influencer dans un sens positif. Aujourd'hui, en France notamment, on demande aux imams de prêcher contre la radicalisation. Contre la déradicalisation.
Après, il y a d'autres formes d'expression aussi, qui ne seraient que l'éducation populaire et habituer en réalité les fidèles qui sont des citoyens aussi à prendre part à l'expression politique. Donc la question de savoir c'est où est-ce que ça va se passer maintenant Razik. et qui va contrôler tout ça. Alors pour rebondir, j'aimerais reprendre le bon mot presque de Jésus-Christ lorsqu'il disait rendez à César ce qui appartient à César. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une différenciation quelque part entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Chacune obéit à des logiques, à des temps, à des légitimités différentes. Il me semble que pour le coup, le fait que des personnes en charge du culte prennent position et prennent position depuis leur chaire religieuse pour influer sur le pouvoir temporel, je trouve qu'il y a là une ligne de fracture, enfin pas une ligne de fracture mais pour le coup une ligne rouge à ne pas franchir. Il me semble que c'est un mélange des genres qui peut emmener des gens en prison. Absolument, voilà. Au-delà de la prison, c'est un mélange des genres où justement où à la fois la politique a un élément de morale. Lorsqu'on fait de la politique, il y a un élément toujours de morale et le religieux pour le coup a aussi un élément de morale et c'est bien qu'il y ait une différenciation qui soit faite entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Après ceci étant dit, il faut voir que les personnes qui sont religieuses participent à la société civile, participent au contrat social et il ne faut pas pour autant exclure le fait religieux de la société civile et du monde public. Lorsqu'on voit des pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie qui ont une autre tradition que la France, on a ce qu'on appelle là-bas la démocratie chrétienne. Ça veut dire la CDU, c'est un parti de chrétiens démocrates. En Italie aussi, pendant 40-50 années, la démocratie chrétienne a été au pouvoir. C'était une sécularisation de la droite qui gardait toujours son orientation, son obédience chrétienne, chrétienne, en incorporant le corpus conservateur. Aujourd'hui, on a aussi bien assumé d'ailleurs. Assumé totalement. Ouais. On a aussi cette tendance qu'on peut retrouver à travers Erdogan en Turquie, où il y a quelque part une résurgence de ce fait politique. Mais pour autant, moi, je suis assez sensible au fait que le pouvoir temporel et que le pouvoir spirituel soient bien partagés. Sinon, on a un mélange des genres qui peut être pernicieux parfois. En tout cas, la question qu'on peut se poser aussi, Christophe, pour en revenir sur le cas spécifique de l'Algérie, parce que c'est la question du jour tourne autour du pouvoir en Algérie, c'est est-ce que cette nouvelle décision n'est pas aussi une manière de museler en réalité une certaine forme de résistance par rapport au pouvoir qui est en place. Donc je sais pas, Razik, toi qui est un peu plus au fait de l'actualité et de la politique en Algérie, voilà. Complètement, c'est susceptible à mon avis de lecture. Déjà, ce qu'il faut constater, c'est que ça prend le contre-pied total de la tradition en fait de la gestion du culte musulman en Algérie. Si on remonte jusqu'à la guerre d'Algérie, je pense au mouvement des oulémas de Ben Badis qui après fait et cause pour la révolution algérienne et qui a quitté le terrain strictement spirituel pour mettre les mains dans le cambouis politique. Donc il y a vraiment eu une tradition dans le fait que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel en Algérie étaient liés. Cette tradition n'a jamais été démentie. On peut reprendre les déclarations de ce même ministre il y a à peine un an de cela, qui incitait les imams à prêcher pour une participation politique. Donc de voir aujourd'hui qu'ils prennent le contre-pied, le contre-coup de toute la tradition algérienne, ça a constaté. Et la deuxième chose, ça pose un certain nombre de questions. Alors de deux choses l'une, soit on peut dire qu'on assiste à une sécularisation progressive de l'État algérien qui essaie d'être neutre en matière religieuse et que cette directive va dans ce sens-là. Ça serait une première grille de lecture. Il y a aussi une deuxième grille de lecture qui est que aujourd'hui des mouvements islamistes en Algérie sont assez puissants, gèrent des mosquées, des mouvements salaf, et des partis politiques qui peut-être se présenteront pour les élections présidentielles. Ça serait peut-être aussi la volonté de leur couper des tribunes et des prêches en voyant que justement pour les museler, c'est ça. Complètement. Donc je pense que c'est susceptible de lecture, mais ce qu'il faut constater, c'est que ça va à contresens à 360 degrés avec la tradition de la gestion du culte en Algérie par le pouvoir politique. De toute façon, il se passe des choses ça bouge. très particulières en ce moment du côté de l'Algérie. Oui, ça bouge absolument et voilà, il y a des choses qui se passent. En fait, on va faire simple.
l'armée était favorable au 4e mandat, elle est beaucoup moins pour le 5e. Oui. Voilà, donc du coup ça pose quelques problèmes et il y a quelques règlements de compte, des clans qui s'affrontent. Et la bataille de 2019 a d'ores et déjà commencé en Algérie. Quoi qu'il en soit, on se pose vraiment la question et vous avez votre avis à nous donner. Évidemment, comme d'habitude, on nous appelle en 01 40 33 9000. Est-ce que la politique et la religion font bon ménage? Est-ce que la politique doit rester aux portes des mosquées? Eh bien, qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000. On sait par exemple que quelques auditeurs avaient critiqué le fait que certaines organisations musulmanes avaient appelé par exemple à voter Macron. On s'en souvient. Oui, mais après on peut pas influencer. Par contre, voilà, entre faire entrer la politique au sein des mosquées comme lieu d'échange et de débat, c'est une chose. Mais par contre que la mosquée, que le représentant lui influe sur le vote des citoyens, ça pour moi c'est juste inacceptable. Ouais. Et c'est là tout on le a problème. même eu certaines mosquées, donc je vais pas les citer ni citer la personne que j'ai en tête, où à l'époque on avait des présidents d'associations qui ont fait affréter 2 bus, un pour les hommes, un pour les femmes, et qui ont ramené des dizaines de fidèles au meeting de Sarkozy. Donc ça peut aller très loin. C'est celui-là même qui a organisé un salon Voilà. du côté. Ouais. On s'est compris. D'accord. Oui, on voit Voilà. très bien. Et puis, Un opportuniste de première, quoi, comme il en existe beaucoup. pour aller dans le même sens, on peut s'en rendre compte aujourd'hui en France, lors des campagnes municipales, législatives en l'occurrence, enfin lors des campagnes à scrutin locaux, on peut voir que les mosquées sont des enjeux électoraux. Ça veut dire que ça devient des lieux de la bataille électorale, et il me Absolument. semble que certaines que certaines mosquées devraient rester, enfin devraient adopter une neutralité dans les campagnes législatives, municipales, car ils ne sont pas dans leur rôle. C'est là tout le problème, c'est lorsque le pouvoir politique se mêle du fait religieux. Est-ce qu'on n'a pas une instrumentalisation? Est-ce qu'on n'a pas parfois même des commandes politiques? Est-ce qu'il n'y a pas des retours sur service qui sont attendus? Donc ça pose un certain nombre de questions. Donc c'est pour ça que la solution pour moi, Razik, c'est que la mosquée est un lieu de partage, elle doit continuer à l'être, qu'on ne doit pas l'essentialiser à son seul rôle de lieu de prière, mais par contre qu'on doit l'agrandir à son un lieu de rôle vivre ensemble, la mosquée. éducatif, de vivre ensemble. et de neutralité, Et je que trouve. Ouais, s'il doit y avoir neutralité de politique. l'éducation populaire, de l'éducation politique, oui, elle peut se faire au sein de ce lieu-là. Par contre, indépendamment de l'imam, en fait, du chef spirituel, en fait, du guide spirituel, mais que ce soit fait à côté, voilà, en toute cohérence avec les différentes forces politiques qui sont en place, et que ça permette aux fidèles justement d'avoir un avis objectif sur pour qui va aller leur bulletin de vote. Alors, on va prendre l'avis de Effectivement, quand Zoubir. l'imam dit, Zoubir qui nous appelle de Paris, pardon Anan, mais Oui. voilà. Zoubir est avec nous, bonsoir. Bonjour Zoubir. Bonsoir et merci de m'avoir retenu. Ce que je voulais vous dire, Oui. c'est qu'à lui-même, il a toujours demandé le soutien des Zaouïas. Les Zaouïas, c'est des mosquées. Mm. C'est l'équivalent d'une mosquée, les Zaouïas. Enfin, ça a été une mini-mosquée. Mais maintenant, ils disent qu'il ne faut pas influencer les Algériens par rapport aux prêches. Mais pourquoi le soutien des Zaouïas, là? Voilà, c'est ma question. Ouais. Razik peut-être à la réponse. Bah, Oui, justement, je sais il pas va ce nous que donner c'est, en fait. de l'eau dans le moulin de la deuxième lecture. Ça veut dire que peut-être le ministre, le ministre et Affaires le ministère religieuses. du culte des affaires religieuses sent qu'il est en train de perdre la main. Là où avant il pouvait mobiliser ses Zaouïas pour faire campagne pour lui, il se dit que peut-être les forces en présence contre le pouvoir et contre le 5e mandat sont peut-être plus nombreuses, et autant alors décréter une neutralité de toutes les congrégations religieuses pour les présidentielles et pour les élections à venir. Voilà, voilà. Merci Zoubir, bonne réflexion et bonne question en tout cas. Merci d'avoir posé. Merci. Au À revoir. bientôt, salut Zoubir. 01 40 33 9000. Évidemment, pour prendre la parole dans cette émission, vous connaissez la formule 01 40 33 9000. Razik, t'es dans l'émission, dans une émission qui s'appelle Le Grand Forum. Ça, je t'apprends rien, mais une émission qui ne ressemble absolument pas aux autres, et peut-être la seule et l'unique sur la bande FM qui a un ton très particulier. Ici, comme tu vas peut-être pouvoir t'en rendre compte, la langue de bois n'a absolument pas sa place. C'est le vrai parler, tu vois, les gens du peuple qui s'expriment ici, avec leurs mots, avec chacun sa sensibilité, mais tout doit se faire évidemment dans le respect. 01 40 33 9000. Dis-moi, Razik, tu nous as préparé un petit avis tranché. Oui, absolument. Tu vas nous parler de quoi? Sur le foot qu'on aime et qu'on déteste. Le foot qu'on aime et qu'on déteste. Eh bien, à suivre donc. Un petit coup de cœur aussi. Oui, absolument, pour une association de bénévoles qui œuvrent dans l'humanitaire, qui font des actions pendant le Ramadan, pendant l'hiver, pour l'Aïd,
qui collectent de l'argent pour venir en aide aux nécessiteux. Ils font de belles actions toute l'année qui s'appellent Eco, Ensemble contre l'oubli. Ils ont eu un mois pendant le Ramadan où ils ont distribué plus de 150 plats par jour, tous les jours, aux nécessiteux. Ils ont une opération à venir sur l'Aïd pour permettre aux gens qui n'ont pas les moyens justement de pouvoir fêter dignement cette fête religieuse. On les salue, on les remercie pour tout ce qu'elles font et pour tout ce qu'ils font pour ces personnes-là. Merci. Dans un instant, on va au Heps avec Hanan Zawani pour parler des femmes. On ressort au moins. Ouais, bah, je pense, j'espère. Normalement on ressort. Bah, ça nous concerne pas, Razik, c'est les femmes. D'accord. Donc nous, on est ça tranquille. vous concerne aussi. Ah bon? Voilà, il y aura un petit comparatif de Affaire à suivre, la vie tranchée de Hanan Zawani et vos appels évidemment pour commenter juste derrière 01 40 30 39 000. On continue de répondre à la question, que ce soit sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. À tout de suite. 16h57, bienvenue et bon début de soirée sur France Maghreb 2. Hanan Zawani est avec nous aujourd'hui accompagné de Razik Mitish qui est militant associatif mais également essayiste puisqu'il nous prépare un futur ouvrage, hein, c'est ça? Absolument. Intéressant d'ailleurs sur le sujet de l'engagement et de la participation des musulmans au sein des armées françaises sur plus d'un siècle et demi, une épopée de gens qui ont donné leur vie, leur sang pour combattre au bénéfice de la puissance coloniale de l'époque. Donc il y a un siècle et demi d'histoire, sachant que la France a été un des pays les plus en guerre sur cette période-là et que toujours il y a eu un contingent colonial qui faisait partie des opérations françaises. Bon, ceci a absolument rien à voir, mais j'en profite pour saluer Monsieur Mitash. Il nous écoute. Parce que voilà, je sais qu'il a quelques soucis du côté de sa commune là. Apparemment, ça chauffe Blanc-Ménil avec le maire, le maire Maignan, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. Oui. Voilà, donc pourtant qui fait partie de la même couleur politique, hein, je crois. Non, Abslamitash, il est du MoDem, il est du centre. Il est du MoDem. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est plutôt un jupéiste, oui. Voilà. À l'époque, je me rappelle. Bon, après, on a les mêmes soucis sur Bobigny, hein. Les villes de droite les villes qui ont basculé à droite ont une gestion de leur conseil municipal qui ressemble à Walking Dead. Enfin, nous, chez nous, on a eu plus de, il me semble, c'est 7 ou 8 adjoints conseils municipaux qui ont été débarqués ou qui ont dû démissionner. Enfin, à Blanc-Ménil, on va rappeler, hein, ce qui se passe, c'est qu'un adjoint qui a été mis dehors, c'est ça? Absolument. Celui qui s'est opposé apparemment à la politique et qui a été limogé, on va dire. Et Monsieur Mitash donc soutient celui qui a été dégagé. Et, il s'oppose à la politique du maire sur certains points. Il lui reproche notamment de ne pas avoir rebondi sur des propos racistes, les avoir laissés couler. Et après, ce qui est dénoncé, en tout cas de ce qu'on en lit sur les réseaux sociaux, c'est une approche du maire qui est une dictature. J'étais au conseil municipal de Bagnolet la semaine dernière. Et c'est la même impression. Moi, tous les conseils municipaux où je vais, on a un maire qui est là tout puissant, qui prend la parole, c'est son rôle. Mais par contre, la parole n'est pas du tout donnée aux conseillers municipaux. Donc en réalité, le maire décide, alors que la politique de la ville, elle doit se faire en concertation avec les élus. C'est pour ça qu'ils ont été élus, c'est pour ça qu'ils ont des délégations. Et au bout du compte, on a une seule personne qui tranche et qui est pas du tout à l'écoute de son équipe. C'est ça. En tout cas, voilà, Abdeslam Mitash qui devrait peut-être connaître le même sort visiblement au prochain conseil. C'est ce qu'il se dit. Après, Abslamitash, il faut savoir, c'est qu'il est implanté sur la ville depuis des dizaines d'années, qu'il a quand même mis en place un pouvoir relationnel qui est important. Donc, est-ce que le maire va prendre aussi ce risque? C'est pas du tout sûr. En tout cas, vous le retrouvez ce soir avec Fauzi à 22h. Exactement. Le rendez-vous est pris. Bon, donc total soutien, mais comme je lui disais, ça se trouve c'est une bonne nouvelle et ça se trouve félicitations. Mais pas un soutien aveugle, hein. C'est pas le genre de l'émission. Non, voilà. Total soutien en tout cas sur le fait que il ait dénoncé des choses qui allaient pas, que même faisant partie de la majorité, il s'est pas couché comme on dirait. On avait certains commentaires qui parlaient d'esclavagisme et qu'on était encore à l'histoire de la colonisation, que finalement tout était décidé pour nous, sans nous. Donc sur cette approche-là qui est de se dire on a une vraie parole, on s'est fait élire avec les votes des citoyens, on connaît la politique de la ville, on est proche de nos concitoyens. Oui, sur cette approche-là, évidemment, total soutien, oui. Alors, en tout cas, de soutien personnel. Voilà. Oui, d'accord. On va aller tout de suite du côté de la prison, puisque Hanan Zawani en a fait un avis tranché. C'est parti, jingle.
Peut-être est-ce le Redouane Faïd qui a inspiré peut-être Hanan Zawani pour son avis tranché, nous parler plus particulièrement, plus précisément des femmes en prison. Exactement, on a eu un fait divers ce week-end donc sur Redouane Faïd. Ça m'a permis d'effectuer quelques recherches donc sur la situation des femmes en prison. Donc à l'heure où Redouane Faïd fait la une des journaux pour son évasion spectaculaire de prison à bord d'un hélicoptère, à l'heure où cet évadé à part, lui, a réussi à garder des contacts à l'extérieur de la prison pour s'échapper à nouveau, qu'en est-il des conditions d'isolement des femmes incarcérées? Dans le monde impitoyable de la prison, les femmes subissent des discriminations spécifiques. Non, la prison ce n'est pas le Club Med où l'on vient se reconstruire une santé entre copines et où l'on s'échange nos shampoings à la Nabila. La prison pour les femmes concerne près de 3000 détenus. Alors si en théorie les femmes semblent moins exposées aux conséquences de la surpopulation carcérale, la surpopulation est problématique dans les quartiers pour femmes de certaines maisons d'arrêt avec des taux d'occupation allant jusqu'à 200% pour la prison de Nîmes notamment. Imaginez-vous, chers auditeurs, devoir faire vos besoins devant 4 à 10 autres personnes. Mais le plus traumatisant pour elles n'est pas là. Les maîtres mots de la prison pour les femmes sont isolement et humiliation. Comme les hommes, me direz-vous. Eh bien non, c'est pire. Seuls 15% continuent à voir leur famille. Oui, les femmes, plus que les hommes, peinent à maintenir les liens familiaux et se retrouvent totalement isolées. Une des causes principales, la localisation géographique des prisons recevant des femmes. Seuls 6 établissements dans le nord de la France peuvent accueillir des femmes condamnées à de longues peines. La dégradation de l'état psychologique est dès lors immédiate. Beaucoup plus de dépression, d'automutilation et tentatives de suicide. En plus de subir l'arrêt des liens familiaux, elles sont isolées du reste de la détention, vivent enclavées, d'où un accès plus difficile aux services médicaux, à la formation ou aux ateliers d'abord pensés pour les hommes. Plus de famille, plus de contact à l'extérieur, la prison pour les femmes est aussi synonyme de pauvreté. Pour survivre et dealer un peu de nourriture, des cigarettes ou même de la drogue, elles se volent entre elles. En plus de l'isolement, de la pauvreté, il y a aussi les humiliations subies au quotidien et perpétrées par certaines surveillantes ou détenues elles-mêmes. À chaque prison, son ou ses cerbères, les femmes n'y échappent pas, bien au contraire. Les témoignages de prison en femmes sont rares. Les femmes incarcérées vivent plus que les hommes une répression féroce, violente et souvent inhumaine. Un système indigne de la France. La prison n'est pas un système de répression, la prison est un système punitif qui ne devrait pas exister en France. Alors que faire? Certaines d'entre elles dénoncent à la sortie de prison comme Isabelle. Les pouvoirs publics ferment les yeux. Alors que pouvons faire nous, chers auditeurs et chères auditrices? Juste les lire et leur écrire pour lutter contre l'isolement. Je vous propose dès à présent de leur tendre la main à travers la plume et de devenir bénévole. Je vous invite dès maintenant à remplir le formulaire de contact de l'association Le Courrier de Beauvais, donc Beauvais, B-O-V-E-T. Donc le Courrier de Beauvais a été créé en 1950. Ce sont 800 adhérents qui correspondent avec 700 personnes. Plus de 900 lettres échangées chaque année en 16 langues disponibles. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, prends ton smartphone et remplis le formulaire et surtout ne t'inquiète pas. L'adhérent ne donne ni son nom ni ses coordonnées à la personne détenue avec laquelle il a été mis en relation. Il lui est attribué au moment de son adhésion un pseudonyme qui servira à l'expédition des courriers que lui adressera son correspondant. Et n'oublions pas, ces femmes ne sont pas des monstres, elles sont entrées en tant que femmes humaines, chacune avec son histoire, toujours douloureuse. À nous d'aider à maintenir le lien avec l'humanité, cher Christophe. Merci Hanan Zawani pour cet avis tranché. Peut-être que notre ami Razik a un petit commentaire à faire sur l'incarcération, les femmes en prison et sur ces chiffres finalement extrêmement parlants. Bien sûr, une réalité, on a un phénomène de surpopulation carcérale qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il faudrait qu'on puisse penser la prison au-delà d'une punition. Ça doit être un processus de réinsertion qui doit se mettre en place. Les structures de réinsertion manquent cruellement. Les conditions de détention sont ignobles, abominables pour certaines, pour certains. Et ce n'est pas parce que c'est dans l'angle mort de la société que cela ne compte pas. On juge aussi une société à la manière dont elle peut réinsérer les personnes qui ont fauté, et encore une fois, tout le monde a droit à une seconde chance, à une deuxième chance, et autant faire en sorte que ce passage dans la prison ne soit pas traumatisant et traumatisant pour tous ceux et celles qui passent par là-bas.
Oui, problème de surpopulation dans les prisons, ça concerne donc les femmes, mais ça concerne aussi évidemment les ça hommes. Ça concerne beaucoup plus les hommes que les femmes, mais ça concerne aussi les femmes, voilà. Voilà. En tout cas, ça doit pas devenir non plus un hôtel 5 étoiles, mais il faut que ça soit. Alors, ça n'a jamais été un hôtel 5 étoiles. Alors ça c'est. Non, mais ça c'est pour reprendre et paraphraser peut-être certains membres du FN et de l'extrême droite, oui. Hein, bien entendu. Voilà, c'est pas on mange, on est au chaud. Voilà. Non, il y a une vraie pauvreté dans les prisons. Quand elles sont isolées, ce qui se passe, c'est qu'elles ont pas d'argent. Donc, pas d'argent pour s'acheter des petits trucs. Voilà, je sais pas, un bounty parce qu'à un moment ou à un autre, elles ont envie d'un bounty. S'acheter un shampoing à la Nabila, je me moquais un petit peu d'elle, mais c'est un peu ça. Les femmes en prison aujourd'hui, ne serait-ce que dans leur dans l'hygiène qui leur est accordée, c'est 3 douches par semaine si elles travaillent. Sinon, ça peut être 1 douche par semaine. On leur fournit un kit d'hygiène, mais c'est plus que du basique, quoi. Donc leur féminité, leur dignité, en réalité, elle est abolie en prison. Razik, tu vas te goûter aussi dans un instant à ce qu'on appelle la vie tranchée. Et toi, tu vas nous parler du foot. Justement, on en parle avec Nordine Salhib qui suit pour nous le match Brésil-Mexique. Nordine, que se passe-t-il? Oui, rebonsoir Christophe. La délivrance vient de goléador, de la pépite brésilienne. À l'origine de l'action et à la finition, c'est bien sûr, c'est Neymar Junior. Le Paris PSG représente. En deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, comme on l'a signé tout à l'heure, on a dit que cette équipe de Brésil manquait d'inspiration. Il y avait beaucoup d'espace, ils ont essayé de rectifier tout ça. Je pense que l'entraîneur brésilien aussi a revu la note à la mi-temps quand on dit la première mi-temps aux joueurs, la deuxième mi-temps c'est à l'entraîneur. Ce qui est en train de se passer, c'est que le Brésil manque d'inspiration et surtout de hausser son rythme et le niveau de jeu de cette équipe de Brésil quand il veut. Elle peut, comme on dit, mais l'équipe de Brésil est revenue avec d'autres ambitions en deuxième mi-temps. Elle a étouffé en quelque sorte dès le début de l'entame de la deuxième mi-temps. Et c'est Neymar qui ouvre le bal. Il y a une petite réaction des Mexicains là, à l'heure où je vous parle. Mais je pense que le Brésil va tenir le coup parce que je les vois très très bien entrer dans cette deuxième mi-temps. 1-0, alors on parle pour le Brésil, mon cher Christophe. Merci Nordine, à tout à l'heure évidemment pour le score final, et puis évidemment n'hésite pas à nous appeler s'il y a un nouveau but. Neymar, il a marqué. Les joueurs du PSG, ils sont au top. Ils sont en forme. Razik, hein. Ils sont en forme. Je suis marseillais, je le précise. Je suis supporter marseillais. Là, tu viens de marquer un sacré mauvais point. J'assume, je suis fier de mes couleurs marseillais depuis la naissance jusqu'à la mort. Après oui, objectivement parlant, les Parisiens sont en forme. Après, si j'étais supporter parisien, je serais un petit peu écœuré quand même de voir Neymar briller autant en Coupe du Monde et avoir laissé tomber quasiment la moitié de saison avec le PSG, quoi. Il a été blessé. Oui. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, messieurs dames, c'est que le Brésil mène devant le Mexique, but donc de Neymar qui vient d'être marqué. Avant que l'on passe à la vie tranchée de notre ami Razik Métiche qui est avec nous, on va parler d'une visite. C'est à midi aux alentours de la mi-journée qu'il est arrivé le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique. Nouvelle tournée du président français sur le continent à partir d'aujourd'hui. Pendant 3 jours, il va le conduire cette fois en Mauritanie et au Nigeria, le géant d'Afrique de l'Ouest, 195 millions d'habitants. Emmanuel Macron est attendu donc à Nouakchott en début d'après-midi. Il est arrivé dans la capitale mauritanienne. Le chef de l'État doit notamment participer à une réunion sur le G5 Sahel. Elle a lieu en marge du sommet de l'Union africaine qui se déroule sur place, vous le savez, un sommet au cours duquel d'ailleurs les chefs d'État africains passent en revue de nombreux dossiers. Alors quels sont ceux qui sont examinés aujourd'hui? Eh bien, les chefs d'État parlent des crises du moment. Ils évoquent notamment la situation en République démocratique du Congo. Jeudi, Moussa Fadima, le président de la Commission de l'Union africaine, exhortait chaque partie à favoriser le dialogue et, je cite, à dépasser les intérêts personnels. Les chefs d'État vont également parler de la crise dans l'ouest du Cameroun qui touche les régions du Cameroun anglophone. Il est enfin aussi question du Sahara occidental. Les chefs d'État ont désigné un quartet de 3 présidents pour résoudre le conflit entre le Maroc et la République arabe sahraoui. Et puis il sera enfin question de sécurité dans le Sahel, où tous les chefs d'État ici ont à l'esprit les 2 attaques survenues ces derniers jours au Mali,
Les dirigeants du G5 Sahel vont s'entretenir donc dans la journée avec le président français Emmanuel Macron. Le président français va également visiter dans l'après-midi le collège des défenses du G5 Sahel, dont les premiers élèves sont attendus en octobre prochain. Alors que doit-on en attendre de cette visite en Afrique? On se souvient de la dernière, qui avait été pas très remarquable, on peut le dire, hein, avec des sorties peu glorieuses du président Macron. Tiens, Razik, qu'est-ce que tu attends de cette sortie africaine d'Emmanuel Macron? Ben pour le coup rien, et je pense même être déçu en attendant rien de cette visite. Comme cela a été dit, sa première visite avait été marquée par des mots, un ton et une façon de se comporter avec son homologue et son alter égal, il me semble président Oui, j'ai un trou aussi. Hein. J'ai plus le en tout cas. C'est pas le Sénégal, non? Il me semble non, c'était pas le Sénégal. J'hésite, c'était pas le Burkina. Si, c'est le Burkina. Il me semble que c'était le Burkina Faso. De reprendre un petit peu comme un maître ferait la leçon à un collégien, avec un ton paternaliste, condescendant à l'extrême. Ouais. Donc, je pense j'espère même qu'il ne tombera pas dans le même écueil. Ensuite, la deuxième chose, il y a une réalité qui s'appelle la France-Afrique. On peut s'en rendre compte encore aujourd'hui. Si Emmanuel Macron se déplace et est partie prenante de ce G5 Sahel, c'est qu'il y a une réalité qui est l'opération Berkane, où l'armée française est positionnée dans le Sahel de manière pérenne maintenant et de manière presque structurante pour la région. Donc ça, c'est une réalité. Enfin, une dernière chose, il faut aussi le dire parce qu'il y a une réalité qui est la France-Afrique, mais cette réalité est en perte de vitesse. Ça veut dire que avant, la France était l'acteur incontournable, essentiel dans un grand nombre de pays francophones africains. Ouais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, la France n'est plus toute seule. Lorsqu'on pense à l'émergence de la Chine qui devient un acteur incontournable en Afrique, lorsqu'on pense à d'autres puissances telles que les États-Unis, telles que la Russie qui avancent leur pion, lorsqu'on pense même à des puissances régionales ou qui se pensent comme telles, lorsqu'on pense au Maroc ou à l'Algérie, avec le travail qu'ils font pour désenclaver l'Afrique en termes de transforme ou pour sécuriser l'Afrique, la France est en perte de vitesse et ce déplacement peut aussi être interprété à l'aune de cette analyse. Ça veut dire que la France aujourd'hui est obligée de suragir en Afrique pour ne pas se voir damer le pion dans ce coin du monde, et la plupart des analystes s'accordent à penser que l'Afrique aura un mot bien plus important à dire au XXIe siècle qu'au XXe siècle. Alain Zawani, est-ce que la France continue à se comporter finalement comme des colonisateurs en Afrique? Sur la dernière visite, oui, on a eu encore une fois un ton paternaliste. Après, en tout cas, sur ce qu'annonce Monsieur Macron, c'est qu'il souhaite absolument sortir de cette image de l'ancien colonisateur et de traiter en réalité d'égal à égal avec les chefs de gouvernement, avec une approche qui est purement pragmatique, qui est de développer les liens économiques et notamment avec la jeunesse, de les mettre sur les rails et puis que ça serve tout simplement les intérêts de la France. Après, rien d'autre à ajouter, hein, tout a été dit. Aujourd'hui, effectivement, l'Afrique, c'est plus la France-Afrique qui a le pouvoir. La Chine a pris énormément de place. Le Maroc, entre autres, également. Là, on a Monsieur Macron qui va signer des accords avec le Nigeria. On a eu un accord économique d'historique qui a été signé encore une fois avec le Maroc. Donc, oui, il faut qu'ils y soient. Elle est plutôt marocaine ou algérienne, la politique Macron? J'ai l'impression que c'est plutôt marocain. Hein. Avec le Maroc, en tout cas, j'ai pas vu d'accord spécifique ressortir ces dernières années. Il y a eu sa première visite, effectivement, elle a été faite au Maroc, mais non, j'ai pas l'impression que ce soit plus marocain que algérien. Pour les Marocains, l'algérienne, et pour les Algériens, les Marocaines, je pense. Ouais. Chacun voit que son voisin semble privilégié, alors que de fait, il me semble qu'on a une politique assez mesurée et assez équivalente entre les en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Maroc, c'est vraiment détourné le Maroc, c'est vraiment détourné de la France. Pour le coup, lapsus révélateur. Se retourner et se recentrer vers l'Afrique. Ouais. Oui, alors le Maroc qui s'est peut-être détourné de ces pays du Golfe qui l'ont quelque peu trahi dernièrement avec la désignation de l'attribution de la Coupe du Monde, où tous les pays arabes à l'exception du Qatar ont tous voté contre le Maroc pour que ce Maroc justement obtienne l'organisation de la Coupe du Monde 2026, et puis sur le fait aussi que le Maroc participait
d'un point de vue militaire, en tout cas, la coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, bien qu'elle n'y participe plus, mais elle continue quand même de soutenir. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. On espère que voilà, là, il va en tirer une vraie leçon, le roi Mohamed VI. Après, tout ça, c'est des intérêts diplomatiques qui nous dépassent. Et il y a une autre peut-être leçon que le roi devra tirer rapidement. D'ailleurs, c'est la situation dans le Rif, avec des manifestations, des mobilisations depuis, donc que l'on a appris la semaine dernière, en fin de semaine dernière, donc eh bien la sentence pour Nasser Zafzafi, mais aussi pour 3 autres de personnes 20 à 15 ans, de 15-20 ans pour 3 donc d'entre eux. Et si on y ajoute par exemple toutes les cinquantaines de militants qui sont concernés par ces peines de prison, ça nous fait 360 ans de prison cumulés, ce qui est pas mal. Est-ce que ça peut... Ce qu'il y a à noter, Christophe, oui, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle forme en réalité de combat politique, et les Marocains se sont vraiment fait remarquer, ont une action remarquable. Donc on va revenir justement sur cette action de boycott par rapport à Danone. Le patron de Danone s'est déplacé d'ailleurs. Alors le PDG de Danone en tout cas a fait une allocution où il va détacher une femme, j'ai pas retenu son nom, et l'objectif, enfin, il a compris entre guillemets, c'est de travailler sur un juste prix. Donc, face à la répression du pouvoir marocain quand on est en manifestation ou ne serait-ce que quand on est dans une mosquée, et le peuple marocain a trouvé une nouvelle manière d'agir. Razik, il y a un espèce d'antipode entre le peuple et les dirigeants dans ces pays arabes. C'est pas l'exception, n'est pas du Maroc, c'est un petit peu d'ailleurs la règle dans tous les pays pays du Maghreb, et les pays arabes en général sont peut-être même encore un peu plus différents d'ailleurs. Mais pour ce qui est des pays du Maghreb, on sent que le peuple est quand même à l'antipode des dirigeants. Complètement. Je vais prendre un exemple très précis, je pense que ça parlera à nos auditeurs, c'est cette pseudo-querelle algéro-marocaine. Lorsqu'on parle aux dirigeants de ces pays, oui, il y a des querelles, des rancœurs, des rancunes. Lorsqu'on parle au peuple, ça n'apparaît aucunement. Ils se considèrent, se pensent et se vivent comme deux peuples frères, avec des différends bien évidemment. Il faut pas mettre la poussière sous le tapis comme dirait l'autre, mais pour le coup il y a un hiatus, une dichotomie entre ce que pensent les dirigeants et ce que pense la population qui est assez clair pour être remarqué. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole, vous n'hésitez pas bien sûr sur tous ces sujets que nous évoquons avec Razine Metich et Hanan Zawani qui sont avec nous dans un instant. On va suivre l'avis tranché de notre ami Razik qui va nous parler de foot. Le foot, le titre c'est le foot que j'aime et que je déteste. Et que j'aime et que je déteste. Et je vous rappelle d'ailleurs que le match qui a lieu en ce moment, à nouveau 8e de finale entre le Brésil et le Mexique. Le Brésil qui mène sur le score de 1-0, but de Neymar. On en reparle dans un instant. À suivre aussi le zapping. Très fourni le zapping en ce lundi. Restez avec nous sur France Maghreb 2, c'est le LGF qui revient dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF avec Hanan Zawani et Razik Metich qui est avec nous. Je me suis pas trompé, c'est bien. C'est bien ça. Ouais. Qui est un militant associatif et essayiste qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Et il va nous livrer un avis tranché. Voilà, on aime bien en tout cas soumettre cet exercice pour voir un petit peu s'il y a du potentiel, mais visiblement il y en a du côté de chez notre ami Razik. On va voir ce qu'il en est en tout cas, puisqu'il va parler de foot. On aime ou on déteste, c'est un peu ça. Oui, le foot que j'aime et que je déteste. Voilà, c'est l'avis tranché. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et vous êtes invités évidemment, mesdames, messieurs, à commenter juste derrière si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Razik. 01 40 33 9000. Alors le foot, Razik? Alors oui, j'aime le foot. J'aime le foot, je le déclare, je suis un passionné de football, je suis un passionné de ballon rond, je suis un passionné des émotions que ça nous procure, car c'est avant toute chose, une allégorie de la vie. Alors, il y a deux sortes de football. Il y a le football que j'aime et le football que je déteste. Le football que je déteste, tout d'abord, c'est celui des injustices. C'est celui des puissants. C'est celui où la FIFA règle et régente tout le football. C'est celui qui voit des pénaltys invalidés pour des clubs africains, pour des pays africains, qui font que aujourd'hui, en 8e de finale, une première depuis 1982, il n'y aura aucun pays africain en 8e de finale. C'est le foot que je déteste, c'est le foot des intérêts, c'est le foot de Sepp Blatter, c'est le football où justement l'argent
roi prend le pouvoir. À contrario, le foot que j'aime, c'est le foot justement qui nous permet de vivre des émotions. C'est le foot qui nous rassemble, c'est le foot qui nous transcende et c'est le foot qui nous fédère. Je vais vous prendre des exemples très précis. J'ai fêté mes 16 ans le 12 juillet 1998. Je peux vous dire que ça a été le plus bel anniversaire de toute ma vie, car au final, il y avait la victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France et toutes les processions que cela a pu donner lieu. Je peux dire aussi qu'en 2002, j'ai été plus bactère en voyant cette équipe de France qui m'avait fait tant rêver, l'avoir échoué piteusement au premier tour. Et ce sont surtout des souvenirs qui restent gravés dans nos mémoires. Ce sont aussi des émotions qu'on partage entre enfants et parents, entre enfants et grands-parents, qui structurent et qui fédèrent tous nos souvenirs et tout notre imaginaire. Je vais vous prendre un autre exemple sur l'allégorie que le football fait de la vie. On aime voir ces scénarios où on est dominé, on est acculé, et où, au final, dans un dernier mouvement, dans un dernier effort, l'équipe que l'on supporte parvient à l'emporter dans un suprême sacrifice. Et enfin, une dernière chose, le football n'est pas juste réservé à des footix ou n'est pas réservé juste à des personnes qui sont en dehors de la société. Le football est partie prenante de la société. Je vais vous donner deux exemples. La guerre de Yougoslavie a commencé dans un terrain de football. Il y avait une finale qui opposait le club de Zagreb à l'Étoile Rouge de Belgrade. À la fin de cette finale, donc qui opposait un club croate avec un club serbe, à la fin de cette finale qui avait vu l'Étoile Rouge de Belgrade s'imposer, il y a eu des combats qui ont fait des dizaines de morts et qui préfiguraient ce qu'allait donner l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et la guerre yougoslave. Et enfin, aujourd'hui, pour vraiment donner une note d'espoir et pour voir que le football peut être générateur de paix et de belles choses, aujourd'hui le football, à l'occasion de la candidature commune qui est pressentie pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, on pourra voir que le football fera beaucoup plus pour l'union du Maghreb que tous les dirigeants arabes réunis depuis l'indépendance. Je vais être très simple. Aujourd'hui, lors de la Coupe du Monde en 2018 en Russie, on a pu voir des supporters algériens fervents supporters du Maroc, fervents supporters de la Tunisie. On a pu voir les sociétés civiles imposer presque à leur chef d'État que l'union du Maghreb se fasse, ne serait-ce que pour l'organisation de la Coupe du Monde. J'appelle de mes vœux, en espérant que cela ne soit pas un vœu pieux, que l'organisation de la Coupe du Monde de football au Maghreb soit le prélude à une union politique, à une union plus globale entre ces peuples qui le demandent. Et si le football pouvait être aussi faiseur de paix, je serais le plus heureux des hommes. Merci Razik. Bah écoute, c'est pas mal, dis donc, comme avis tranché. J'aime assez en tout cas. Razik Métis, donc si vous êtes d'accord ou pas. Donc toi tu nous vois des pénaltys non valides pour les équipes africaines, tu nous vois qu'il y a une espèce de choses que tout a été fait pour que les équipes africaines soient plus là. En fait, personnellement sur l'utilisation du VAR, comme on dit, de l'œil de Moscou, c'est-à-dire pour ceux qui ne suivent pas, on va expliquer. On a autorisé pour la première fois en Coupe du Monde l'utilisation de la vidéo. Ouais. Mais l'utilisation de la vidéo avec les règles FIFA, ça veut dire que les règles sont opaques. On ne sait pas quand on l'utilise, on ne sait pas qui déclenche l'utilisation de la vidéo, on ne sait pas si l'arbitre est l'arbitre de terrain, si c'est lui qui est aux commandes pour déclencher la vidéo, si c'est l'œil de Moscou justement qui interpelle. Je vous prends l'exemple. On est à la 15e minute du match Sénégal-Colombie. Le match Sénégal-Colombie était déterminant pour la qualification du Sénégal. Le Sénégal était en tête de ce groupe. Le Sénégal ne devait faire que match nul pour pouvoir passer. On est à la 15e minute. L'arbitre en live siffle le penalty. Normalement, dans l'utilisation du VAR, lorsque le penalty est sifflé, il est très rare qu'on a une confirmation par le VAR. La priorité est donnée justement à l'arbitre de champ et et au live en fait. Donc l'arbitre siffle le penalty en live. On a à l'oreillette l'œil de Moscou qui intervient. L'œil de Moscou demande à l'arbitre d'aller vérifier les images. L'arbitre, après vérification des images, alors que dans les images, on voit bien que le défenseur prend à la fois le ballon, mais prend les deux jambes du joueur, le joueur le fait tomber. L'arbitre ne siffle pas penalty. Au final, on a la Colombie qui s'impose 0-1-1 face au Sénégal et le Sénégal qui est éliminé, et je vous le donne en mille, au nombre de buts marqués. Ça veut dire, si l'arbitre avait sifflé penalty, si le Sénégal avait marqué, même si la Colombie s'était imposée au final 2-1, le Sénégal serait passé. Deuxième exemple, le Maroc contre le Portugal. Il y a deux actions litigieuses, pas une, mais deux actions litigieuses dans la surface de réparation. Le Portugal menait 1-0. Le Maroc faisait tout pour revenir dans la partie. Il aurait même dû bénéficier d'un penalty s'il y avait utilisation des images par la vidéo. Et là, comme par hasard, et le hasard arrange bien les choses à la FIFA, on n'utilise pas la vidéo. Troisième exemple, sur le but marqué par l'Espagne à la dernière seconde, qui donne à l'Espagne la tête du groupe et qui fait que le Portugal rencontre l'Uruguay.
alors là pour le coup c'est d'inédit. Moi personnellement ça fait plus de 20 ans que je regarde des matchs de foot, je n'ai jamais vu ça. On a un corner qui est donné côté gauche, qui est tiré côté droit. Donc là pour le coup, le but ne doit pas être valide. Le but, il y a un but qui est marqué. Le but est refusé pour une position de hors-jeu. Là aussi, on appelle l'œil de Moscou. L'œil de Moscou renvoie les images. L'arbitre décide qu'il n'y a pas hors-jeu. Certes, il n'y a pas hors-jeu, bien évidemment, je suis d'accord avec lui, mais ne revient pas au fait de match essentiel et au fait de match qui fait que les Marocains se sont sentis lésés, floués sur cette Coupe du Monde. C'est que le corner n'a pas été tiré du bon côté. Et tout simplement, lorsqu'une défense se met en place, si on tire le corner du côté gauche ou du côté droit, c'est pas la même mise en place défensive. Donc ils se prennent un but qui est injustement validé et in fine, au bout du compte, bien évidemment que les équipes africaines ont aussi leur lot de responsabilité dans le fait qu'ils ne soient pas parvenus à passer le tour. Ouais. Mais la FIFA les a un petit peu poussés, et c'est pas une première. En rectification pour le Sénégal, c'est pas au nombre de buts, c'est au nombre de cartons. Au nombre de cartons, parce que au nombre de buts, ils étaient à égalité. Parce que c'est exactement ça. Marqués, on prend d'abord le goal average particulier, ensuite le goal average en termes de buts, ensuite le nombre de buts marqués, et enfin le nombre de cartons jaunes. Voilà. Et ça s'est joué à 2 cartons jaunes. À 2 cartons jaunes près. Donc voilà pour l'élimination effectivement du Sénégal. D'accord ou pas d'accord avec Razik? Eh bien vous nous appelez au 01 40 33 9000. Je vais pas demander l'avis d'Anan, hein. C'est très technique, Oui. J'écoute ça avec grand intérêt, c'est dit avec grande passion, donc effectivement un footeux dans l'équipe, ouais, peut-être. Bon. Allez, c'est parti pour le zapping. Le Grand Forum, le zapping sur France Maghreb 2. On va parler de quelqu'un que vous connaissez bien tous les deux, je pense, en tout cas de Benoît Hamon, qui s'est Oui. exprimé de nouveau sur les migrants, et voici ce qu'il dit. Croyez-vous demain qu'il y a une seule chance pour nous de grandir et de vivre en paix si nous basculons dans le repli identitaire, c'est-à-dire si nous tournons le dos à ce qui a toujours fait notre force? De quoi parle-t-on quand le gouvernement acquiesce à l'idée d'une submersion, d'une invasion, comme l'a fait l'extrême droite avant? En réalité, dans une de ces fêtes de village comme il y en aura en France tout cet été, ou un festival, dans une salle de 1500 places, la politique aujourd'hui d'accueil, ce serait une personne. Une personne sur 1500. On n'est pas capable aujourd'hui de faire une place à une personne qui a peur, qui a froid, qui a fui l'exil. C'est incroyable. Incroyable pour donc Benoît Hamon qui peine à, j'allais dire, exister politiquement pour le coup. Non, Christophe. Quoi non? Troisième personnalité préférée. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est Ça pour ça vient de qu'il a fait sortir 6%. pour le mois de juin. Écoute, il a fait 6%. On peut en parler. Il était sous le drapeau du PS. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est que ce week-end, il a tenu son premier forum, en fait, la première convention, donc pour fêter les 1 an d'anniversaire de Génération. On ne doit pas suivre les mêmes journaux. Il était l'article a fait Le Monde a fait un article sur lui où il le présente comme l'anti-Macron. Dès ce matin, je suppose que c'est de là d'où est sorti ton interview. Il était déjà sur les plateaux. Ouais. Il est très très présent sur les plateaux, très présent sur les journaux. Au niveau de sa base militante, écoutez, s'il part déjà avec 6%, ça fait quelques millions d'électeurs, j'ai envie de dire. Et en réalité, aujourd'hui, il apparaît comme la personne la plus crédible par rapport justement à Mélenchon qui, ce week-end, alors qu'il est en convention pour sa première convention, lui lance une attaque sur Twitter. Donc c'est absolument pas anodin. Non, moi je trouve que ça démarre bien pour eux. Ils sont en train de prendre le virage des problématiques des quartiers populaires. Donc on a 2 personnalités qui sont en train d'émerger. Donc Ali Rabeh, donc le porte-parole sur ces questions-là. On a également Hayat Mazouzat, je crois, j'écorche peut-être son prénom, mais qui est une militante hors pair, qui est une élue sur Trappes et qui est pleinement au fait des discriminations des personnes issues des quartiers populaires sur l'emploi, etc. Donc là, on a une vraie équipe qui est en train de se constituer et je pense qu'ils sont en train de prendre un bon virage. Razik, est-ce que Benoît Hamon essaie d'exister politiquement? Est-ce que tu crois? Pour le coup, je vais pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il fait il essaie d'exister, mais il n'y arrive pas. Déjà, un premier problème, c'est un pur produit, un pur apparatchik du PS. Il le porte en lui. C'est une réalité. Mélenchon l'était aussi.
Oui, Mélenchon l'a été aussi, mais il a su s'en départir justement, et c'est là où mais là, ça fait un an. Non, ça fait plus d'un an qu'il a créé son mouvement, quand même. Il a quitté le PS, il y a plus d'un an. Il a quitté le PS, mais le PS était sorti tellement affaibli, tellement honni, tellement vilipendé de la séquence Hollande et surtout Hollande-Valls, que le fait de porter la rose au PS était pas porteur, mais était presque une rose funèbre, pour le coup. Le fait que le PS ne réussisse même pas à faire un nom, mais fasse qu'un chiffre, 6%, c'est pour le coup c'est dérisoire lorsqu'on pense à ce qui était même le Parti socialiste, c'est-à-dire un parti de gouvernement qui était dans toutes les alternances. Enfin, son positionnement politique pour moi n'est pas porteur dans la simple et bonne mesure où Mélenchon occupe tout l'espace. Ça veut dire que Hamon avait fait le jeu d'une recomposition politique où il serait une force centrale dans la recomposition à gauche du PS en quittant le PS et en tablant sur le fait que le PS ne pourrait pas se relever de ses cendres. Le PS a beaucoup de mal, et c'est une réalité, à se relever de ses cendres, mais le flot de vases communicants passe soit d'un côté du PS aux Insoumis, soit de l'autre côté du PS à En Marche. Il n'y a quasiment aucun transfuge du PS, enfin de mouvement d'opinion clair, tangible et appréciable concernant Hamon. Et enfin, la dernière chose sur les quartiers populaires, personnellement, Génération et les quartiers populaires, j'ai du mal à voir le mariage se faire, et j'ai du mal à voir quels seront les éléments de négociation, ou quels seront les arguments porteurs pour que les gens de Génération puissent être convaincants et convaincre les gens des quartiers populaires. Je demande à voir. Je vais pas tirer quand même sur l'ambulance, mais j'ai du mal à le voir comme un leader d'opinion, quoi. Son argument principal dans les quartiers populaires, c'est de dire qu'à partir de septembre, il refait un tour de France des quartiers, qui va à la rencontre des citoyens, et qu'il va chercher en fait des têtes de liste pour les municipales, notamment issues des quartiers. Donc c'est un discours qui va porter. Aujourd'hui, la France insoumise, je veux bien, mais les principaux députés qui ont été élus, mis à part Obono, sont absolument pas représentatifs de l'image des habitants des quartiers populaires. Non, sur son positionnement, c'est une niche sur laquelle il va. Donc évidemment, il va pas pouvoir gouverner seul, il aura à faire des alliances. Donc ces trois actions moteurs sont l'Europe, l'écologie et l'égalité. Donc aujourd'hui, c'est le seul à porter un discours pro migrants depuis le démarrage, à proposer des actions, à dénoncer des inégalités, des discriminations. Enfin, sur ce créneau-là, en tout cas, il tape très très fort. Bon, il dit juste la vérité pour le coup, et ça nous paraît tellement peu audible vu le flot d'inepties qu'on entend, que c'est rafraîchissant. C'est vrai, ça je peux pas lui retirer. C'est rafraîchissant aujourd'hui en tant qu'homme politique, d'un point de vue humain. Après, il y a certainement des choses à lui reprocher, il n'y a pas de souci. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le seul homme politique qui donne l'exemple en fait par l'action, par sa personnalité, par ses prises de parole. Il est de plus en plus tranchant sur la politique de Macron. Enfin, on découvre quand même un autre homme par rapport au présidentiel qui était un petit peu effacé, qu'on trouvait pas forcément hyper à l'aise. Là, aujourd'hui, en dehors d'être un chef de futur parti politique, d'un mouvement, il devient vraiment une personnalité avec de la voix. Je trouve qu'on est dans l'expectative, on demande à voir. Pour Exactement. Ce qui est du reste du zapping, un homme politique qui a été copieusement sifflé par ses militants de son parti ce week-end. Ça s'est passé sur la Côte d'Azur. Unité, c'était le mot que tous les républicains avaient à la bouche aujourd'hui à Menton, avec une petite exception à l'heure du déjeuner. Quand le maire de Nice, Christian Estrosi, a fait une apparition, il a été copieusement sifflé par les militants qui lui reprochent sa trop grande proximité avec Emmanuel Macron. Christian Estrosi sifflé à Menton par ses propres militants de son propre parti, lui reprochant, comme le dit donc ce journaliste, sa proximité avec En Marche. C'est bon ça ? Ouais, c'est bien. Nos amis députés sudistes et nos amis du Sud ont du mal à voir que Christian Estrosi n'est plus aussi radical qu'il était avant. Et ils ont du mal avec son nouvel ancrage, son nouveau positionnement. Il faut rappeler que ça a été un des premiers à droite à avoir reçu et à avoir jeté une passerelle avec Emmanuel Macron, que c'était d'autant plus troublant lorsqu'on se souvenait de sa proximité avec les Éric Ciotti. C'est lui la 5e colonne, hein.
Absolument. Ouais. Enfin, il avait un certain nombre de déclarations qui étaient choquantes, aberrantes. Il a pris le contre-pied et c'est aujourd'hui vilipendé par nos militants de Menton. Il faut rappeler que Menton était la ville frontalière avec l'Italie, c'est un peu chez lui, tout ça là-bas. Hein. Comment ? C'est un peu chez lui là-bas. Hein. Bah, c'est complètement chez lui. Oui, c'est vraiment son fief, donc il est vraiment sifflé chez lui. À voir si on va pas demander un jour l'exclusion de son parti, s'il va pas se rapprocher définitivement d'En Marche. Après, ce qui est inquiétant, c'est ces nouveaux profils en fait qui se rapprochent d'En Marche. On a Christian Estrosi, qui est effectivement une figure forte pour nous, pour les musulmans, ceux qui croient en Macron, les citoyens français musulmans entre autres. Voilà, on a quand même une figure forte de l'islamophobie et on a plein d'autres d'élus qui sont en poste aujourd'hui, qui sont en marche. On a notamment Marie Brossier qui est de la mouvance Printemps républicain, qui est sur Bagnolet, qui fait énormément de dégâts. Donc sur le positionnement d'En Marche, pour un mouvement qui se veut du centre, ça commence à être un petit peu compliqué aussi. Dans la série déclaration qui sort un petit peu de l'ordinaire, celle de Florian Thauvin, le Marseillais Razik, quand il parle de son partenaire de l'équipe de France, Mbappé, écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Honnêtement, sur le banc, nous on était un peu choqués parce que c'est incroyable. Il est parti de notre camp, du milieu de terrain, il a fait une course de 50 mètres pour obtenir un penalty. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. À un moment donné, je me suis demandé s'il était même pas en scooter sur le terrain tellement il allait vite. Donc c'est incroyable et il a d'énormes qualités. Il les exploite très bien pour le collectif et nous on s'en réjouit. Très bien, Florian Thauvin, donc 37 km/h, on rappelle la course de Kylian Mbappé. Il y a du Usain Bolt en lui. Donc aussi vite que Usain Bolt sur un 100 mètres, ouais. Enfin, c'est incroyable quand on le voit démarrer, quand on voit sa prise de balle sur 2-3 pas, l'accélération, la vitesse, parce que faut revoir l'image, il passe entre deux défenseurs argentins sur 3 mètres. Sur 3 mètres d'accélération, il leur met quasiment 3 mètres. C'est vraiment phénoménal. Personnellement, je l'ai rarement vu, où ça me rappelle Ronaldo, le grand Ronaldo, le Brésilien, à sa grande époque, lorsqu'il est arrivé en Europe à 18-19 ans, lorsqu'il mettait les défenses par terre. Mais réellement, lorsqu'il part comme ça, balle au pied, arrivé à 37 km/h, c'est presque à inscrire dans le Guinness des records. C'est phénoménal. Alors, après sur l'aspect technique, c'est pas forcément mon fort, mais par contre sur l'aspect sociétal, ce qui est à noter, c'est qu'effectivement ce week-end a permis de mettre en avant les doubles origines de Kylian Mbappé, donc camerounais de par son père et algérien de par sa maman. Donc tous deux, les parents sont des sportifs. Mais ce qui m'a un petit peu plus alerté, c'est quelques commentaires qu'on a vus. Donc on va pas non plus généraliser. Qui étaient clairement des commentaires négrophobes où on prend à partie sa mère alors qu'on ne connaît absolument rien d'elle, où le terme utilisé, en tout cas je l'ai vu passer une fois mais ça m'a suffisamment alerté pour vous en parler, c'est qu'elle est décrite comme une beurette à noir, donc la fameuse la expression. beurette à chicha. Ah non, c'est même pas ça, moi, c'est la beurette. T'as vu oui. Moi j'ai vu beurette à noir, donc voilà. Assez choquant. Donc moi ce qui m'est venu en réalité comme réflexion, c'est de me dire c'est un jeune homme qui a 19 ans, qui porte pas mal d'espoir, qui va être un modèle pour pas mal de personnes et notamment de jeunes. Donc si de par sa double appartenance liée au Cameroun en tant qu'origine et liée à l'Algérie en tant qu'origine, ça permet aussi d'œuvrer pour le mariage ensemble entre noirs et arabes, c'est une bonne chose. Et en tout cas si ça permet de banaliser la chose, c'est une bonne chose aussi. En tout cas, tu as raison de le signaler parce que Anan, il faut le dire, et ici nous sommes pour dire les choses, le racisme existe bel et bien entre noirs et arabes, oui. Et vice versa d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est vraiment... En tout cas, voilà, si ça peut être un symbole de rapprochement et puis aider les parents qui sont encore pour lesquels c'est un petit peu difficile de marier leur fille à un noir, ou même pour les noirs, on a le cas de l'autre côté, c'est assez difficile. Ouais. Quand on est noir, de venir se présenter en tant que futur époux, future épouse, ça reste compliqué. Ouais, d'ailleurs il y a un sketch de Samuel Rosman qui illustre parfaitement ce petit détail et pas des moindres. Et en l'occurrence, pour ce qui est effectivement du racisme entre noirs et arabes,
quand les extrémistes de droite, en tout cas ceux qui projetaient de faire des attentats, parce que il y a ceux qu'on a arrêtés, puis il y a d'autres qui sont encore dans la nature, ils s'occupent pas de savoir si vous êtes noir ou arabe. Exactement, voilà. oui. Donc pour eux, c'est tous dans la même enseigne. Donc forcément, tout le monde est mis à égalité. Donc c'est pour ça que c'est encore plus stupide ce racisme qui existe entre noirs et arabes, et qui pourtant vivent ensemble, mon cher Razik, ma chère Hanan. Après, ils vivent très bien dans les quartiers ensemble populaires. dans les quartiers. Ouais. En tout cas, j'imagine de mon vécu. Mais par contre, dès qu'il s'agit de mettre en place une alliance, une alliance, un mariage, c'est plus compliqué. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le zapping? Tiens, elle devient la 5e femme à être inhumée dans ce lieu chargé d'histoire. Seulement, la 5e femme a réagi hier. L'ancienne ministre Ségolène Royal, je parle évidemment de Simone Veil au Panthéon. Simone Veil elle-même, à une époque, avait signé une pétition pour que des femmes rentrent au Panthéon. Aujourd'hui, elles sont 5, il y a 75 hommes. Donc il y a encore une marge de progression. Vous verriez quelle femme vous entrez au Panthéon, par exemple? On pourrait mettre Olympe de Gouges, par exemple. On pourrait mettre Louise Michel. On pourrait mettre Simone de Beauvoir. C'est-à-dire des femmes dont le combat pour les femmes et contre toutes les formes de discrimination et contre toutes les formes de subordination ont été essentielles et cruciales. Mais comme c'était considéré comme un combat subalterne, elles n'ont jamais été reconnues en tant que telles. Et il est temps que ce soit le cas. Voilà, Ségolène Royal qui trouve qu'il n'y a pas assez de femmes donc au Panthéon. Message envoyé à l'occasion de l'entrée au Panthéon donc de Simone Veil, l'ancienne ministre invitée de France 3 hier. Pour ce qui est de Ségolène Royal, d'accord ou pas en un mot? Ah, mais à 200% d'accord avec Ségolène Royal, pour une fois. Ouais. Il faut bien avoir un ordre d'idée ce qu'est la condition de la femme en France. Je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas, la femme française a eu le droit de vote en 1944, au lendemain de la Libération, et a été accordée par le général de Gaulle eu égard au grand service que les femmes ont apporté à la résistance française. Donc on a dû attendre 1944, ça veut dire à peu près plus de 10 ans après que la femme turque ait le droit de vote. Donc pour replacer, aujourd'hui, lorsqu'on prend la parité à l'Assemblée nationale, on est, il me semble, dans les classements, on est vraiment, on n'est pas du tout dans les pionniers de la condition féminine, on est même bien en retard comparé à certains pays nordiques. Et pour le Panthéon, c'est risible. 5 sur 75. Enfin pour le coup, c'est à peine 7% de femmes pour 93% d'hommes. Et lorsqu'on rappelle la devise du Panthéon, aux grands hommes la patrie reconnaissante, on parle d'hommes au sens d'humanité, on parle d'hommes et de femmes, je pense. Il y a des femmes qui se sont battues pour des principes, qui se sont battues pour des valeurs, qui se sont battues pour des combats nobles. Le fait qu'elles soient récompensées par la nation et qu'elles soient intronisées au Panthéon, ce serait que justice. Et il faudrait penser à rattraper ce différentiel économique. Les femmes ne touchent 18% de moins que les hommes à poste équivalent. Ce différentiel politique, les femmes ne sont pas à gestion paritaire en politique, et même au niveau symbolique. Lorsqu'on prend les noms de rues, par exemple, il y a beaucoup plus de noms de rues d'hommes que de femmes, et il me semble que la moitié de l'humanité est composée par les femmes. Donc à bout d'un moment, il faudrait que ce différentiel se réduise, et que même dans l'imaginaire, dans la symbolique française, que les femmes soient l'égale des hommes. Ça serait enfin en 2018, enfin temps. Bon, après, ce qui est à noter concernant le fait que Simone Veil entre au Panthéon, c'est que ça a quand même permis de faire émerger quelques points, en tout cas, qui étaient méconnus à mon égard. Donc, j'utiliserai le conditionnel. Donc, paraît-il qu'elle serait pro-sioniste. Il y a pas mal de choses qui circulent, et en tout cas sur les réseaux sociaux, encore une fois, le fait qu'elle entre au Panthéon, c'est pas forcément accepté de tout le monde. Pourtant, Macron dit que c'est une décision de tous les Français. Hein. Bon, ça n'engage que lui. Ça engage que lui, oui. Alors, retour au foot, c'est fini. On a un nouveau qualifié pour les quarts de finale, Nordine. Oui, rebonsoir Christophe. Évidemment, voilà, quand on a dit que ce candidat pour le trophée, c'est le Brésil, il le confirme. Évidemment, c'est toujours la pépite parisienne, Neymar, et quand il décide de porter les couleurs du Brésil et cette équipe sur ses épaules pour la mener trop loin dans cette compétition. Une accélération, encore une autre de monsieur Neymar, s'il vous plaît, et qui délivre le peuple brésilien 2-0. Il force l'addition. Un doublé. Parce que la Messi est vite là, à 2 minutes de la fin de cette partie. 2-0 pour le Brésil. Le Brésil en route pour les quarts de finale. Et pourquoi pas
un peu plus loin parce que c'est un Brésil qu'on a retrouvé, c'est lui qu'on a... Attention, il y a la Belgique, les gars. Les éliminatoires, je te rends l'antenne parce que je sais qu'on est pris par le temps. 2-0 pour le Brésil qualifié. Merci Nordine, effectivement, mais attention, il faudra affronter la Belgique probablement en quart de finale. Et ça, à mon avis, ça va être du match. Hein. J'ai hâte de le voir celui-là. Le Brésil, Belgique, quart de finale, ça va être dimanche, je crois. On va attendre que les Belges se qualifient, sait-on jamais. Oui, non, mais attendez. Alors là, si les Belges ne se qualifient pas ce soir, je comprends plus rien au foot. Hein. Franchement, je vous le dis honnêtement. Hein. Bon, on devait parler de Redouane Faïd, mais on n'aura pas le temps. Juste en un mot rapidement, cette évasion spectaculaire. Tout a été extrêmement bien préparé. Ça s'est passé du côté de Réau, c'est en Seine-et-Marne, c'est à côté de chez moi d'ailleurs. Une prison qui abrite les détenus les plus dangereux de France, ultra sécurisée, une prison toute moderne et toute neuve d'ailleurs, dans laquelle il n'y a pas de filet dans la cour d'honneur, mais pour cause, dans la cour d'honneur, c'est là où sont censés passer les détenus qui entrent et qui sortent de prison, donc et qui sont évidemment escortés à chaque fois. L'hélicoptère est arrivé, s'est posé tranquillement et sont sortis 3 hommes lourdement armés qui se sont servis de la disqueuse pour ouvrir les portes et aller chercher Redouane Faïd en garde à vue. Et jusqu'à présent, donc aujourd'hui, 3000 policiers sont à ses trousses. Il est passé par Gonesse, par le centre commercial Paris Nord. Et puis il reste donc introuvable. C'est pas une première. Il avait prévenu d'ailleurs Redouane Faïd qui recommencerait lorsqu'il avait été arrêté déjà lors de sa première évasion spectaculaire en 2013. Il y a des complicités pour le coup là, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Hein. D'accord, il y a des têtes qui vont tomber. Hein. De l'extérieur, ça c'est sûr. De l'intérieur, on peut l'imaginer. Donc, je l'ai mis en avant dans mon avis tranché. Effectivement, les hommes et notamment lui a moult contacts. Moi, ce qui me choque, par contre, c'est qu'on est quasiment en train d'en faire un héros. Donc, je veux bien que son film préféré soit Hit et que nous, en tant que téléspectateurs, voilà, on ait une certaine fascination pour ça. Mais n'oublions pas que lors du dernier braquage, il y a quand même une femme policière qui a été tuée de plusieurs coups de balle, notamment dans la tête, quoi. Exactement. Et ne l'oublions pas, voilà. C'est important. Donc, dans un instant, Razik Métiche et Anan Zawani pour les coups de cœur et surtout, il ne connaît pas Razik. Il va découvrir le fameux Libertad. Ça n'existe nulle part ailleurs, c'est sur France Maghreb 2. C'est bien nos auditeurs qui nous appellent. On ne sait pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. Alors parfois ça peut être le pire comme le meilleur. Au 01 40 33 9000, on décroche en direct à suivre. Le grand forum avec Razik Métiche et Anan Zawani et on va passer avant Libertad au coup de cœur de nos chroniqueurs Anan Zawani et Razik. Alors, France Maghreb 2 pour coup de cœur. Voilà. Et on va commencer par Anan, non? Non, on va commencer par Razik. Ok. Donc la galanterie super respectée dans cette émission. Pour le coup, Razik. je fais ce que madame dit. Voilà. Donc c'est de la galanterie à sa manière. Ouais. Razik Métiche. Un coup de cœur donc pour Ensemble contre l'oubli et pour leur opération qu'ils ont menée durant le Ramadan, tous pour un repas. Ils ont réussi à servir plus de 10 000 repas sur la période du Ramadan. Dans les prochains temps à venir, ils vont collecter des fonds pour faire en sorte que ceux qui ne puissent pas fêter dignement l'Aïd puissent le faire. Donc si vous pouvez aller sur leur page Facebook Ensemble contre l'oubli ECO, Ensemble contre l'oubli, donnez ce que vous pouvez, même donner du temps. Ils sont à la recherche aussi de bénévoles pour mener à bien leurs différentes actions. On les remercie pour tout ce qu'ils font pour ceux qui en ont besoin. Et si vous pouvez donner du temps ou de l'argent ou des deux, c'est toujours bon à faire et à prendre. Merci à vous. Troisième plainte pour le producteur américain Harvey Weinstein. Apparemment ça vient de tomber, donc les ennuis continuent pour lui donc du côté des États-Unis. Cher Hanan, sans transition aucune. Oui, alors moi aujourd'hui je voulais parler d'une femme politique, donc Alexandria Ocasio-Cortez. Donc d'où nous vient-elle? Elle nous vient des États-Unis, donc elle est originaire du Bronx, donc un quartier populaire de New York. Et il se trouve qu'elle est en passe de remporter les élections pour faire partie des représentants au Congrès américain. Donc à seulement 28 ans, donc elle a battu le grand favori, donc Joseph Crowley. Donc ces actions donc sont des actions sociales, donc un programme résolument social, donc faire baisser le prix des loyers, mieux rembourser les dépenses de santé ou encore la scolarité gratuite. Donc si elle est élue en novembre 2018, elle deviendra la plus jeune élue du Congrès de l'histoire des États-Unis. Voilà. Merci Anan. Libertad. Oui, c'est tous les jours en fin d'émission sur France Maghreb 2, l'occasion aux auditrices, aux éditeurs qui ont peut-être bien écouté ou qui veulent réagir sur tout à fait autre
autre chose, peut-être utiliser cet espace pour nous signaler un événement qui se passe près de chez eux, ou un coup de gueule, un coup de cœur, bref, n'hésitez pas, 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes, nous ne savons pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez le faire en toute intelligence, bien sûr, maintenant au 01 40 33 9000. Que vous soyez de Marseille, justement, Dijon, Clermont-Ferrand, partout ailleurs en France et dans le monde, en téléchargeant l'application France Maghreb 2, qui a d'ailleurs un certain succès. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Ah bah c'est le chat. Voilà, on a un chat, on a un auditeur qui se prend pour un chat. On a des chameaux des fois. Voilà, c'est ça, on a tout type d'animaux. Et effectivement, bah écoute, il doit faire chaud, il doit avoir soif, le pauvre. 01 40 33 9000 et une spéciale dédicace à tous les animaux d'ailleurs. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, prénom et ville d'appel. Alors la ville c'est Champigny. Ah, ça c'est notre ami Samy. Samy. Ouais, Samy. Qu'est-ce qu'il y a, Samy? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur à chaque fois, Samy. Non, je te dis par rapport à Redouane, franchement, c'est pas un mec qui a du sang dans les mains. Hein. C'est quelqu'un de sérieux et j'espère qu'il va s'en sortir parce que 25 ans de prison, c'est énorme. Hein, vous ne vous rendez pas compte, le pauvre. Hein. C'est beaucoup. Hein. Pour un crime qu'il n'a pas commis, voilà ce que je voulais dire. Mais c'est quoi les preuves, Samy? C'est quoi les preuves que t'as, toi? Bah, il a les mains propres bien parce qu'il a grandi dans mon quartier, je le connais très bien, moi. Ah ouais. C'est un mec droit. C'est un gage de bonne réussite, pardon? Non, je dis que c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien de faire ça. Mais 25 ans de prison pour quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est très grave quand même. C'est beaucoup. Ça, après, tu t'engages, mon vieux. C'est pas une balance. Christophe, pardon, c'est pas une balance, le mec. C'est normal qu'on lui fait 25 ans. C'est pas logique. T'as entendu parler Bonjour, t'as entendu parler de ces liens? Ouais, avec, bonjour, madame. Hanan, c'est Hanan. Bonjour, Hanan. Bonjour, ça va? Ouais, et vous, ça va? Oui, ça va très bien. Il y a des rumeurs qui circulent, mais apparemment elles sont fondées. Il aurait des liens avec la mafia israélienne par laquelle, entre autres, il a été formé. Non, pas du tout, non. C'est un mec qui vient de notre quartier, là-bas de Créteil, il a grandi. C'est quelqu'un de bien, faut pas écouter les ragots, madame. Bah, c'est des articles de presse qui étaient sortis, donc du coup ça m'a un petit peu étonné. Je vous explique, ils font de l'argent, c'est tout, comme tout le monde, et ils ont choisi le mauvais chemin, malheureusement. Mais ouais, il y a quand même une policière qui est morte, hein, je t'en rappelle, Samy. Ouais. Hein, bon. On peut pas en sortir comme ça, malheureusement. D'ailleurs, merci Samy. D'ailleurs, vous avez suivi ce qu'a dit Béatrice Dalle? Ah non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle soutient Redouane et elle dit que le Dieu lui vient en aide et que toute la France est derrière lui. En tout cas, elle. Et qui rentre au Panthéon à la fin, je crois. Ouais. Incroyable. Elle est complètement déglinguée, Béatrice Dalle. Hein. Bon, on rappelle quand même que c'est un braqueur. Si c'est ça l'image qu'on souhaite envoyer à la jeunesse, bon ben super les gars, bravo. C'est ça, c'est qu'on est en train d'en faire un héros. Après, c'est exceptionnel, hein, cette évasion, il y a pas de souci. Et au-delà de cette évasion, il a été décrit comme quelqu'un d'exceptionnel hein, par les psychologues qui l'ont reçu. C'est quelqu'un qui a une intelligence au-dessus de la moyenne. Dommage. Ouais. Dommage. Il se présente très bien, il parle très bien, il a fait plein de plateaux en 2010, il a écrit un bouquin. Et boum, apparemment, il est retombé dedans. Il nous a fait le coup de la repentance, je sais pas quoi là. Ouais. Dernière. En tout cas, on va lui souhaiter s'il est attrapé, qu'il s'en sorte en vie quand même. Allô, bonsoir. Bonjour. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, une connerie. Comme d'hab. Hein, ça c'est un espèce d'imbécile qui a quitté une autre radio, qu'on souhaite d'ailleurs rendre à nos autres radios. 01 40 33 9000. Bon, on va s'arrêter là. Mon cher Azik, merci beaucoup. Non. Merci à vous. Bah non, il en faut encore un. Ouais, mais on est en retard. Allô, qui est là? Oui, bonsoir. Voilà une femme. Allô. Oui, bonsoir Shadia. Bon, vous fermez boutique, Shadia. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vais parler de Redouane là, le fameux Redouane qui s'est évadé là. Oui. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas bien ce qu'il a fait. Hein. Il méritait ses 25 ans de prison pour avoir fait une policière. Hein. Franchement, non. Je suis pas d'accord avec le monsieur qui est passé. Non. Ouais. Bon. Je suis désolée. Même Bathilda, j'ai entendu parler de ce qu'elle a dit. Franchement, je suis d'accord avec toi, Christophe, elle a un peu déglingué, Bathilda. Hein. Ah, de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui. Merci, Shadia. Merci. Salut. Pour ciao. Razik, ça va, ça a été? Impeccable. Ce baptême? Impeccable. Merci à vous, merci à tout le monde. Tu vas t'en remettre, ça va? Ouais, je vais m'en remettre. J'ai une semaine pour m'en remettre. Avec Anan Zawani, ça s'est plutôt bien passé. T'as entendu, le message est passé. Subliminal. Ah, il va revenir la semaine pro, lui. Hein? Avec Anan Zawani, c'est plutôt sympa comme baptême. Complètement. Bon. Ma chère Anan, je t'embrasse. Bah, je t'embrasse très fort aussi. Et puis à la semaine pro? À la semaine pro, ouais. Avec grand plaisir. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Dans un instant, l'excellent Medjed. Bonne soirée. Rendez-vous demain à 16h avec Osinara, c'est Damien Charles. Belle équipe, et normalement, je m'engage
pas trop vite, mais normalement Assa Traoré devrait être parmi nous demain, entre 16h et 18h. Restez avec nous. Et puis une belle tournée là, des et puis apparemment, vous savez que depuis que Georges Dassault est décédé, il y a des élections qui ont lieu du côté de Corbeil. Oui, absolument. Et il y a une candidate qui a réussi à atteindre le 2e tour. Elsa. Et elle sera avec nous. Ah, magnifique. Top. Voilà, donc du beau monde quand même, hein, Elsa. Espérons la fin du système d'assaut dans l'Essonne. Alors ça, je suis le premier à le dire. Espérons que ça arrive. Ils ont fait combien en marche? Avant-dernier. 9%. Allez, 9%. Ils ont fait ils ont fait un chiffre, même pas un nombre. Elsa, elle représente quel parti, elle? La France Insoumise. Insoumise. Et voilà. Mais une candidature citoyenne et une belle campagne. Elle a vengé Farida Amrani. On espère, c'est pas gagné encore. C'est pas gagné. À 35% le candidat. Ça. Oui, c'est ça. LR. Dans un instant, donc, Medjahed, bonne soirée à tous. Merci de votre écoute. Le LGF revient demain si tout va bien, mais tout ira bien. Et rendez-vous donc demain à partir de 16h. Salut tout le monde. Bonne soirée, Marine Garel pour le Flash. Puisqu'il est 18h03. Ça ne s'invente pas. On est un peu en retard. Bonsoir, ma chère Marine. Bonsoir à tous. Un attentat projeté sur le sol français, déjoué par les polices belges et françaises. 2 hommes d'origine iranienne sont inculpés en Belgique et 3 hommes sont en garde à vue en France. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu frapper un rassemblement de l'opposition iranienne samedi à Villepinte, près de Paris. Une conférence était organisée par un parti interdit en Iran. 25 000 personnes ont participé à ce rassemblement. 5 personnes se sont introduites dans un abattoir des Yvelines fin avril. Elles sont convoquées aujourd'hui par la justice. Cette action avait été initiée par une association qui milite pour l'égalité des droits entre humains et animaux. Le déplacement d'Emmanuel Macron au Sahel, le président est en Mauritanie pour discuter sécurité dans la zone. Hier, des militaires français ont été visés par une attaque au nord du Mali. 4 civils sont morts. Il y a 3 jours, c'est le QG malien du G5 Sahel, force militaire composée de la zone, qui était attaquée. Une nouvelle rue au nom d'Arnaud Beltrame. La ville d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine a rendu hommage aux gendarmes assassinés par un djihadiste après s'être substitué à une otage lors des attaques dans l'Aude fin mars. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, invite l'imam de Toulouse à poursuivre sa mission dans la paix, le dialogue et la sérénité. La semaine dernière, une enquête a été ouverte pour incitation à la haine à la suite d'un prêche de cet imam. Le Britannique Chris Froome fera bien partie du peloton du Tour de France. Les organisateurs de la Grande Boucle l'autorisent finalement à participer. Le Tour de France qui a été poussé par l'Union cycliste internationale, l'UCI, qui vient de blanchir Chris Froome. La procédure pour dopage est classée sans suite. Un mot de la Coupe du Monde de football, suite des 8e de finale, avec en ce moment le Brésil face au Mexique. Et ce soir à 20h, la Belgique affrontera le Japon. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.